Il y a des silences qui hurlent plus fort que n'importe quel cri. Le sien m'a brisé l'âme bien avant que je ne comprenne pourquoi. Je m'appelle, enfin, mon nom importe peu désormais, je suis juste un homme. Un homme qui, jusqu'à récemment, se croyait encore en phase avec le monde, avec sa propre chair. J'ai franchi la cinquantaine il y a quelques années, une décennie même, et avec elle, est venue la certitude que les meilleures années étaient derrière moi, rangées dans un album photo mental jauni par le temps. Mon corps porte les marques du labeur, une douleur sourde dans le bas du dos qui s'éveille avec la rosée et ne s'endort qu'avec les étoiles, des mains dont la peau est plus proche de l'écorce que de la soie, et un regard fatigué, souvent perdu dans la contemplation de ce qui n'est plus. J'habite un appartement modeste, disons plutôt une enclave de béton et de souvenirs fanés, dans un quartier où les rires d'enfants se sont faits plus rares, remplacés par le vrombissement incessant des voitures et le lointain bourdonnement de la ville qui ne dort jamais vraiment. Ce n'est pas un lieu que l'on choisirait pour la beauté de ses paysages, mais c'est là que j'ai bâti, brique par brique, une vie que je pensais stable, prévisible, ancrée dans la réalité des jours et des efforts. Je suis issu d'une lignée d'ouvriers, de gens qui ont toujours su que le pain se gagne à la sueur du front, que rien n'est donné, que tout se mérite. Mes parents m'ont inculqué cette valeur, cette dignité du travail acharné, et j'ai tenté de la transmettre à ma fille, Clara. Clara. Ce nom, il y a encore peu, résonnait en moi comme une mélodie, une promesse, un espoir. Elle était ma seule enfant, le phare qui éclairait mes jours les plus sombres, la raison de chaque sacrifice, de chaque heure supplémentaire passée à trimer sous des néons blafards. Vous savez, ce sentiment où chaque fibre de votre être est dédiée à une autre personne? C'était ça, mon amour pour elle. Un amour inconditionnel, le genre qui ne calcule pas, qui ne demande rien en retour, sinon la simple présence, le sourire, le lien. J'ai travaillé sans relâche, enchaînant les petits boulots, parfois deux à la fois, pour qu'elle ne manque de rien, pour qu'elle ait une chance, une vraie chance, de s'élever au-dessus de la condition que la vie nous avait réservée. Chaque centime économisé, chaque plaisir personnel reporté, chaque rêve mis de côté, tout était pour elle. Ses livres, ses vêtements, ses excursions scolaires, puis ses études, j'ai tout financé, persuadé que je lui offrais les clés d'un avenir meilleur, plus doux que le mien. Que aurais-tu fait à ma place? N'auriez-vous pas donné votre dernière chemise pour le bonheur de votre enfant? C'est une question rhétorique, bien sûr, car je connais la réponse dans le cœur de chaque parent. Ma routine était un tableau d'une simplicité désarmante, une tapisserie tissée de gestes répétitifs mais réconfortants. Le réveil à l'aube, bien avant que le soleil ne daigne pointer le bout de son nez derrière les immeubles gris. L'odeur du café fort et bon marché emplissant la cuisine exiguë, un peu comme un rituel sacré qui annonçait le début d'une nouvelle journée de labeur. La radio, toujours branchée sur les informations locales, histoire de ne pas me sentir complètement déconnecté du monde, même si ce monde me semblait parfois si lointain, si étranger. Ensuite, la préparation du déjeuner, un simple sandwich et un fruit, emballés avec la même précision chaque matin, car il ne fallait rien gâcher, chaque miette comptait. Le trajet en bus ou en métro, plongé dans mes pensées, observant les visages anonymes qui défilaient, chacun portant son propre fardeau invisible. Au travail, que ce soit à l'usine, sur un chantier, ou derrière le comptoir d'une épicerie, je me donnais à fond, la conscience tranquille du devoir accompli. Le soir, c'était le calme, parfois la solitude. Un repas simple, souvent réchauffé, devant la télévision qui crachait des programmes que je ne regardais qu'à moitié, mon esprit vagabondant, revenant souvent à Clara. Ces appels, ces visites, même courtes, étaient les points culminants de ma semaine, les bouffées d'oxygène qui me rappelaient pourquoi je continuais à me battre. C'était une vie ordinaire, voyez-vous, une de celles que des millions de gens mènent, loin des projecteurs, loin des rêves grandioses, mais ancrée dans une dignité que je croyais inébranlable. Est-ce que cela vous parle? Connaissez-vous ce sentiment d'une vie qui, malgré ses aspérités, trouve sa valeur dans la constance et l'amour? Mais même les tableaux les plus simples peuvent être altérés par un trait inattendu, une couleur qui détonne. Les premiers murmures ont commencé insidieusement, comme une mélodie discordante à peine perceptible. Au début, je n'y ai pas prêté attention, ou du moins, mon cœur refusait d'y croire. Clara avait toujours été le pilier de ma joie, mais avec le temps, nos conversations avaient commencé à s'effilocher. Ces appels se faisaient plus rares. D'abord, un appel manqué par-ci, par-là, une excuse plausible pour ne pas avoir pu répondre immédiatement, « Papa, j'étais en réunion, j'étais avec des amis, je n'ai pas entendu. » Bien sûr, je comprenais. Elle était jeune, elle avait sa vie.
Je me disais que c'était le cours normal des choses, cette émancipation douce amère que chaque parent doit un jour accepter. Mais ces exceptions ont commencé à devenir la règle. Le téléphone sonnait, j'attrapais l'appareil avec une impatience à peine contenue, mon cœur battant la chamade, puis le silence. Le répondeur. Et la réponse de sa part ne venait que des heures plus tard, parfois le lendemain, sous la forme d'un message rapide, presque désinvolte. « Salut papa, désolé, j'étais occupé. »« Ça va ?» Sans même attendre ma réponse, sans proposition de me rappeler. La corde de notre lien, autrefois si tendue et solide, semblait se relâcher, devenant lâche et indéfinie. Je me souviens d'une après-midi pluvieuse, j'étais assis à ma fenêtre, regardant les gouttes s'écraser contre la vitre, et j'avais composé son numéro. Pas de réponse. J'ai patienté, comme on attend un train en retard, l'espoir luttant contre une anxiété naissante. Quand son texto est arrivé, lapidaire, 3 heures plus tard, il disait simplement « Je suis chez une copine. On se parle plus tard. » Plus tard. Ce plus tard était devenu une sorte de mantra, un repoussoir silencieux. Les détails de sa vie qu'elle me racontait jadis avec tant d'enthousiasme se sont raréfiés, remplacés par des généralités évasives. Quand je posais une question directe sur son travail, ses projets, ses fréquentations, elle répondait par des hochements de tête vagues ou des phrases courtes qui ne laissaient aucune place à l'approfondissement. C'était comme essayer de saisir du sable entre les doigts, plus j'essayais de retenir, plus il s'échappait. Une fois, j'ai tenté de lui rendre visite à l'improviste, juste pour lui apporter un gâteau que je savais qu'elle aimait. J'avais fait le trajet en bus, le cœur léger, imaginant déjà son sourire. Mais quand j'ai sonné à sa porte, elle n'a ouvert qu'à moitié, le visage fermé, presque agacé. « Papa ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était un mélange de surprise et de reproche. J'ai bredouillé quelque chose à propos du gâteau, d'une envie de voir si elle allait bien. Elle a pris le gâteau, à peine un merci, et m'a dit qu'elle était super occupée, et qu'elle ne pouvait pas me recevoir. La porte s'est refermée, douce, mais d'une finalité glaçante. Je suis resté là, dans le couloir, le cœur lourd comme une pierre, le goût amer de l'humiliation dans la bouche. Les pas de mon retour étaient pesants, chaque foulée ravivant cette sensation étrange, ce pressentiment que quelque chose n'allait pas, que le paysage familier de ma relation avec elle se transformait lentement en un terrain inconnu, mouvant. Ces moments, ces petites décisions d'évitement, ces légers signaux d'alerte, je les ai ignorés, ou plutôt, je les ai rationalisés, emprisonnés dans l'espoir tenace que ce n'était qu'une phase, une période où elle avait besoin d'espace. C'est ça, l'amour parental, n'est-ce pas? On pardonne tout, on comprend tout, même ce qui ne l'est pas. On se fabrique des excuses, on tisse des voiles pour masquer les vérités douloureuses. Mais au fond de moi, une petite voix, celle de l'intuition, celle que l'on voudrait faire taire, commençait à murmurer. Elle me parlait d'une fissure invisible, d'une crevasse qui s'élargissait entre nous. C'était comme une mélodie dissonante qui s'insinuait dans l'harmonie de ma vie, une fausse note persistante. Je sentais cette tension sous-jacente, comme la pression qui précède l'orage, un déséquilibre grandissant dont je ne pouvais encore saisir l'ampleur exacte. Mon âme était comme un sismographe, enregistrant des secousses lointaines sans pouvoir en localiser l'épicentre. Je regardais Clara s'éloigner, pas à pas, et je ne savais pas comment la retenir, ni même si j'en avais le droit. Et si c'était moi? Et si j'étais devenu trop lourd, trop exigeant, trop père? C'est la question que je me posais inlassablement, comme un marteau frappant sur l'enclume de ma solitude. Les signes étaient là, petits, discrets, comme des cailloux semés sur un chemin qui s'écartait doucement du mien. Mais l'amour, souvent, est aveugle, ou du moins, il refuse de voir ce qu'il ne veut pas croire. Et moi, je refusais de croire à l'évidence d'un désamour naissant. Les murmures que j'avais sentis, les chuchotis de mon instinct qui s'éveillait, n'étaient que l'avant-goût d'une mélodie bien plus sinistre qui allait bientôt envahir ma vie. Au début, ce n'était rien de plus qu'une brise froide, une sensation diffuse, mais avec le temps, cette brise se transforma en un vent glacial, constant, qui s'infiltrait partout, dans les interstices de ma routine, dans les recoins de mon cœur. Les appels de Clara, autrefois si réguliers qu'ils rythmaient mes semaines comme les marées, commencèrent à se raréfier. Il y avait d'abord eu des retards, des rappels qui ne venaient jamais, puis des messages évasifs. « Papa, je suis débordé cette semaine, je te rappelle dès que je peux, là je suis avec des amis, je n'ai pas vu ton appel, j'étais en réunion. » Chacune de ces phrases, si anodine en apparence,
était comme une petite pierre ajoutée à un mur invisible qui commençait à s'élever entre nous. Qu'aurais-tu fait à ma place, toi qui me lis? Aurais-tu cru à chaque excuse, cherchant la bonne foi là où peut-être elle n'existait déjà plus? Je me souviens d'une après-midi de printemps, la lumière était si douce qu'elle aurait dû apaiser l'âme. J'avais appelé Clara pour lui proposer de venir dîner le dimanche, comme nous le faisions souvent. J'avais même pensé à préparer sa blanquette de veau préférée, celle qui la ramenait toujours en enfance, à des rires partagés et des souvenirs douillets. Le téléphone avait sonné 4, 5 fois, puis sa messagerie. Je lui avais laissé un message, ma voix empreinte de cette légèreté feinte que l'on adopte quand on redoute une réponse négative. Bonjour ma chérie, c'est papa. J'espérais que tu serais libre pour dimanche, je pensais à ta blanquette. Appelle-moi quand tu peux. Le silence qui avait suivi ce message était devenu un compagnon. J'avais attendu. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter, chaque vibration de la table me faisait espérer. Rien. La nuit était tombée, puis le lendemain s'était levé, et encore le silence. Ce n'est que le mardi, après des heures d'une attente silencieuse qui rongeait mes entrailles, que j'avais reçu un court SMS, « Désolé papa, très occupé. Pas dispo ce week-end. Bisous. » Pas d'explication, pas de proposition de report, juste un « pas dispo ». Et ce bisou jeté là, comme un jeton sans valeur, un vestige d'affection sans substance. C'est à ce moment-là que j'avais commencé à sentir que quelque chose avait changé. La blanquette de veau, restée au congélateur, était devenue le symbole amer de mon espoir déçu. Elle y est peut-être encore, qui sait, fossilisée dans le froid, tout comme nos souvenirs. L'éloignement n'est jamais un coup de massue instantané, c'est un processus insidieux, une érosion lente et douloureuse. Il se manifeste par des signes qui, isolés, paraissent insignifiants, mais qui, mis bout à bout, dessinent une fresque de solitude. J'ai commencé à me sentir comme un navire à la dérive, mon ancre coupée, le gouvernail brisé, flottant sur une mer d'incertitude. Clara était ma boussole, mon étoile polaire, et sans elle, je me sentais perdu dans l'immensité de ma propre vie. Les week-ends, autrefois remplis de l'anticipation de la voir, sont devenus des étendues vides, des déserts que je devais traverser seul. Je me mettais à relire ses anciens messages, à regarder des photos d'elle enfant, cherchant des indices, des explications à cette distance grandissante. Avais-je fait quelque chose de mal? Avais-je été trop exigeant? Trop aimant, peut-être, étouffant sans le vouloir cet oiseau que j'avais pourtant toujours voulu libre? Ces questions tourbillonnaient dans ma tête comme des corbeaux affamés, picorant ma confiance en moi, ma sérénité. J'ai redoublé d'efforts. J'ai commencé à lui envoyer des messages plus longs, plus détaillés, lui racontant des bribes de ma journée, des petites victoires au travail, un potager qui commençait à donner. Je pensais que si je partageais plus, elle finirait par partager en retour. Mais les réponses étaient toujours aussi laconiques, parfois de simples émoticônes, des pouces levés, des cœurs sans chaleur. Je lui avais proposé mon aide pour ses papiers administratifs, pour un déménagement hypothétique qu'elle avait évoqué sans jamais le concrétiser, pour n'importe quoi qui me permettrait de me sentir utile, de me sentir encore son père. Mais mes offres étaient poliment déclinées, ou ignorées. Non, c'est bon papa, je gère. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. La politesse était devenue un mur plus épais que la colère. Face à l'indifférence, la colère peut trouver une faille, mais la politesse distante, elle, est impénétrable. La tension émotionnelle montait en moi, non pas comme une flambée, mais comme une lente cuisson à l'étouffer. Je sentais une boule dans mon estomac en permanence, une anxiété sourde qui ne me quittait plus. Mes nuits étaient courtes et agitées. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant, me demandant ce qui n'allait pas. Le silence de Clara était devenu plus assourdissant que n'importe quel cri. Il résonnait dans mon petit appartement, emplissant chaque pièce, chaque objet, de son absence. J'avais l'impression de marcher sur des œufs, de peser chaque mot, chaque geste, par peur de l'éloigner encore plus. Mais plus j'essayais de me rapprocher, plus elle semblait s'envoler, comme un cerf-volant dont j'avais coupé la ficelle sans m'en rendre compte. Un après-midi pluvieux, j'avais décidé de me rendre chez elle, sans prévenir. C'était une impulsion, un besoin viscéral de voir son visage, d'entendre sa voix, de briser cette glace qui se formait entre nous. Son appartement n'était pas très loin de mon travail, à une trentaine de minutes en bus. J'avais imaginé sa surprise, peut-être un sourire, un « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» empreint d'une légère agacement, mais teinté d'affection. L'immeuble était moderne,
impersonnel, bien différent de la maison où elle avait grandi, pleine de mes outils, de mes odeurs. J'avais sonné à l'interphone. Le silence. J'avais attendu quelques minutes, le cœur martelant ma poitrine. J'avais sonné à nouveau. Puis une voix, pas la sienne, une voix masculine, avait répondu, irrité, oui. J'avais bégayé, bonjour, c'est le père de Clara. Elle est là. La voix avait répondu, sèche, elle n'est pas là. Elle est sortie. Et la connexion s'était coupée. Sortie? Avec qui? Et pourquoi une voix d'homme? Une vague de confusion, de jalousie même, m'avait submergé. J'étais resté là, sous la pluie fine, les gouttes glissant sur mon visage, se mêlant peut-être à des larmes non versées. Ce moment-là, c'était comme si on m'avait arraché une partie de moi-même. On m'avait non seulement exclu de sa vie, mais on m'avait aussi fait sentir comme un étranger, un intrus, devant sa propre porte. Connais-tu ce sentiment où l'on se sent complètement désorienté, où la réalité se dérobe sous vos pieds? C'est ce que j'ai ressenti ce jour-là. Les jours suivants, j'avais essayé de l'appeler pour lui parler de cette visite inopinée, pour comprendre pourquoi elle n'était pas là, pourquoi elle n'avait pas répondu, qui était cette voix. Mais elle ne répondait plus du tout. Mes messages restaient lieux sans jamais obtenir de réponse. C'était comme si un interrupteur avait été actionné, me coupant complètement de sa lumière. La solitude était devenue une entité physique, un poids sur mes épaules, un voile devant mes yeux. J'avais beau essayer de me distraire avec mon travail, mes quelques amis, la lecture, rien ne parvenait à percer cette chape de plomb. Chaque jour qui passait sans contact, chaque tentative infructueuse, creusait un peu plus ce fossé. Ce n'était plus une brèche, c'était devenu un gouffre, profond et silencieux. Je me sentais défaillir, mon énergie, ma motivation, tout cela s'effritait. Pourquoi continuer à me battre, à essayer de joindre quelqu'un qui ne semblait plus vouloir être joint? Les métaphores de la dérive n'étaient plus de simples images, elles étaient devenues ma réalité. J'étais un bateau fantôme, voguant sur une mer agitée, cherchant un port qui n'existait plus pour moi. Le souvenir de Clara, la petite fille rieuse, l'adolescente parfois rebelle mais toujours affectueuse, se superposait à cette femme lointaine, cette ombre qui ne me répondait plus. C'était comme si mon cœur était un jardin qu'elle avait cultivé avec moi, puis qu'elle avait abandonné à l'herbe folle et aux mauvaises herbes, le laissant dépérir sans un regard en arrière. La douleur n'était plus une pointe occasionnelle, elle était devenue une douleur sourde et constante, comme un membre fantôme qui me manquait cruellement. Chaque matin, en ouvrant les yeux, la première pensée était pour elle, la première sensation était cette morsure de l'absence. Et chaque soir, en m'endormant, je revoyais des scènes de notre vie passée, les éclats de rire, les confidences, les promesses tacites d'un amour éternel. Ces souvenirs, autrefois ma plus grande richesse, étaient devenus mes tortionnaires. Le sommeil ne m'offrait qu'un répit éphémère. J'avais parfois des moments de colère, une fureur froide qui montait en moi. Comment pouvait-elle faire ça? Après tout ce que j'avais fait, après tous mes sacrifices, comment pouvait-elle m'effacer de sa vie avec une telle indifférence? Mais la colère était toujours de courte durée, rapidement supplantée par la tristesse, par la peur de la perdre définitivement. C'est ça, la peur, elle vous lie, même à ce qui vous blesse le plus. J'en étais arrivé à espérer un simple mot, un « comment vas-tu » jeté là par hasard, juste pour savoir qu'elle pensait encore à moi, même un peu. Mais même cette miette de contact m'était refusée. Le silence radio total s'était installé. Et dans ce silence, je sentais que quelque chose d'irréparable était en train de se passer, un point de non-retour que j'approchais à tâtons, sans en connaître l'issue, mais avec la certitude d'une catastrophe imminente. Je me souviens de ce mardi-là, un jour comme tant d'autres, ou du moins, c'est ce que je croyais. Le soleil tentait de percer la grisaille persistante des toits parisiens, mais l'air gardait cette humidité tenace, promesse d'un hiver qui s'accrochait. J'étais descendu à ma boulangerie habituelle, celle où Madame Dubois, avec son chignon serré et son tablier toujours immaculé, connaissait ma commande par cœur, une baguette tradition bien cuite et un pain au chocolat pour égayer un peu la matinée. Le tintement de la clochette au-dessus de la porte avait annoncé mon entrée, et l'odeur réconfortante du pain chaud et du café fraîchement moulu avait enveloppé mes sens, me donnant, l'espace d'un instant, l'illusion que tout était en ordre dans le monde, dans ma vie. Madame Dubois, les joues un peu roses par la chaleur du fourni, avait levé les yeux vers moi avec son sourire habituel. « Bonjour monsieur Martin », la même chose aujourd'hui, j'avais hoché la tête, un petit sourire en retour. C'est là que ça a commencé. Une phrase,
jeté en l'air, sans la moindre intention de nuire, comme un petit caillou qui, en tombant, déclenche un éboulement colossal. Elle avait dit, avec cette familiarité qu'on développe avec les clients réguliers, « Oh, votre fille Clara, elle est belle sur les photos de mariage. Je l'ai vue sur Facebook ce matin, elle a l'air si heureuse. Félicitations pour ce bel événement, monsieur Martin. » Le monde, d'un coup, s'est mis à vaciller autour de moi. La chaleur réconfortante du fournis s'est transformée en une vague de froid glacial qui m'a parcouru de la nuque jusqu'aux pieds. Ma main, qui s'apprêtait à prendre le pain au chocolat qu'elle me tendait, s'est figée dans les airs. Les bruits de la boulangerie ou le froissement du papier des viennoiseries, les conversations étouffées, le vrombissement lointain de la circulation, tout s'est estompé, comme si une vitre épaisse venait de se poser entre moi et la réalité. Un mariage? Clara? Des photos? Mon esprit, tel un moteur grippé, s'est mis à tourner à vide, cherchant désespérément un sens à ces mots. Elle avait dû se tromper. Une autre Clara, peut-être? Une connaissance lointaine? Mais le nom de famille, son air si sûr. Un mariage, avais-je balbutié, ma voix rauque, presque inaudible. Madame Dubois, percevant mon trouble, avait froncé les sourcils, un peu gênée. Oui, monsieur Martin, son mariage. Hier je crois. Elle est si jolie en blanc. Elle avait esquissé un geste pour montrer des photos imaginaires. C'était donc vrai. Pas une erreur. Un mariage. Ma fille. Sans moi. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, non pas au sens figuré, mais bien réellement, j'ai dû m'accrocher au comptoir pour ne pas tomber, le bois rugueux de la surface pressé contre ma paume tremblante. Les mots de Madame Dubois, innocents et pleins de bonne volonté, résonnaient dans mon crâne comme les coups de marteau d'un bourreau. Le pain au chocolat, oublié, s'est écrasé sur le comptoir, le chocolat fondu laissant une trace sombre, un présage, peut-être, de la noirceur qui allait m'envahir. J'ai marmonné un merci, je ne sais plus comment, et j'ai fui la boulangerie, la baguette sous le bras, mais le cœur en miettes, comme si j'avais été frappé en plein visage par un vent glacé. L'air de la rue m'a paru âpre, chaque respiration une brûlure. Mes pas me ramenaient automatiquement vers mon petit appartement, mais mon esprit était déjà ailleurs, naviguant dans un océan de déni et de choc. Je ne pouvais y croire. Ma fille. Mon unique enfant. Celle pour qui j'avais tant donné, tant sacrifié, celle que j'avais tenue dans mes bras, celle que j'avais guidée, aimée d'un amour inconditionnel, s'était mariée. Et elle ne m'avait pas invité. Elle ne m'avait même pas prévenu. Qu'aurais-tu fait à ma place, spectateur? Aurais-tu senti cette onde de choc traverser ton corps, cette douleur insoutenable qui te noue les entrailles, comme si on t'arrachait une partie de toi-même? Une fois rentré, la porte s'est refermée derrière moi sur un silence assourdissant. L'appartement, d'habitude mon refuge, est devenu une prison. J'ai posé la baguette sur la table de la cuisine, sans même l'ouvrir. Mon regard est tombé sur mon vieux ordinateur portable, posé là, comme un oracle de malheur. Mes doigts, engourdis, ont tapé « Clara Martin mariage » sur le moteur de recherche. Chaque clic était une morsure, chaque résultat une confirmation de l'horreur. Et puis, la page Facebook est apparue. Là. Noir sur blanc. Un album public. Mariage de Clara et Antoine. Des dizaines de photos. Je me suis penché sur l'écran, le visage à quelques centimètres de l'image, comme si la proximité pouvait changer la réalité. Elle était là, ma Clara. Dans une robe blanche, magnifique, rayonnante de bonheur. Son bras était passé sous celui d'un homme que j'avais à peine croisé une fois, à travers une porte entr'ouverte, un soir où j'avais tenté une visite impromptue. Un inconnu. À ses côtés, des rires, des embrassades, des visages que je ne connaissais pas, des amis, de la famille, astérisque ça astérisque famille, maintenant. La scène se déroulait dans un jardin luxuriant, sous un ciel bleu éclatant. C'était le printemps, la vie, la joie. Et moi, j'étais resté dans mon coin, dans mon hiver parisien, un fantôme ignoré. Une photo, en particulier, a figé le temps. Clara, riant aux éclats, levant son verre, entourée de visages souriants, tous tournés vers elle avec adoration. Un cercle d'amour dont j'étais délibérément exclu. Mes yeux ont parcouru chaque détail, chaque sourire, chaque fleur, cherchant une trace de moi, un signe d'une autre vie possible, un rêve, un cauchemar dont on se réveille. Mais il n'y avait rien. Que du vide. Une absence béante.
C'était un tableau parfait, une œuvre d'art d'exclusion, et j'étais le point manquant, la couleur oubliée. Qu'est-ce qu'on ressent quand on découvre qu'on a été rayé de la vie de son propre enfant? C'est comme si un mur invisible s'était dressé entre nous, non pas brique par brique, mais d'un seul coup, avec la violence d'un raz-de-marée. Le monde entier s'est effondré autour de moi, emportant avec lui toutes mes certitudes, toutes mes espérances. Mon amour pour elle, qui était le pilier de mon existence, s'est transformé en un poids insupportable, un fardeau d'une tristesse infinie. Je suis resté là, devant l'écran, pendant des heures, incapable de bouger, de pleurer, de respirer. Mes yeux secs, rouges, fixaient ces images de bonheur volées, et une douleur sourde s'est installée dans ma poitrine, une douleur si vive, si profonde, qu'elle m'a coupé le souffle. C'était une amputation sans anesthésie, une hémorragie émotionnelle silencieuse. Les jours suivants ont été un flou indistinct de souffrance. Le temps a perdu toute consistance. Chaque matin était un réveil brutal dans la même réalité, cette vérité amère qui se ravivait à chaque ouverture des yeux. Le goût de la nourriture m'était étranger, chaque bouchée de pain une torture. J'ai cessé de me raser, de m'habiller autrement qu'avec de vieux vêtements informes. Mon appartement est devenu le reflet de mon âme, désordonné, sombre, silencieux. Les souvenirs de Clara, ceux où elle riait, où elle me tendait ses petites mains, où elle m'appelait « papa », sont devenus des bourreaux, me harcelant à chaque coin de pièce, à chaque silence. J'errais sans but, le regard vide, l'esprit perdu dans un labyrinthe de questions sans réponse. Pourquoi? Que avais-je fait de si impardonnable? Avais-je été un mauvais père? Avais-je manqué de quelque chose? Toutes mes tentatives de rationalisation des mois passés, de son éloignement progressif, se sont écroulées comme un château de cartes. Ce n'était pas un simple éloignement, c'était une exclusion délibérée, une condamnation silencieuse. J'ai pensé appeler, j'ai même tenu mon téléphone plusieurs fois, mes doigts sur les numéros, mais quel sens cela aurait-il eu? Pour dire quoi? Pourquoi? Le silence de son absence à mon égard était déjà une réponse assourdissante. La fierté, blessée à mort, m'interdisait toute démarche. J'étais le père, celui qui avait tout donné, et c'est elle qui m'avait renié. Qu'aurait-elle pu dire, de toute façon, qui aurait pu réparer une telle blessure? Rien. Absolument rien. Alors je suis resté seul, dans mon silence brisé, à contempler les ruines de ma vie de père. Puis, une semaine plus tard, le téléphone a sonné. J'ai sursauté. Le son strident a déchiré le silence oppressant de l'appartement. Mon cœur a fait un bond, un mélange étrange d'espoir fou et de terreur paralysante. C'était son numéro. Clara. Après une semaine de ce vide abyssal, elle m'appelait. Une infime partie de moi, celle qui refusait de mourir tout à fait, a espéré une explication, un mot d'excuse, un signe de regret, une tentative de réconciliation. J'ai pris le combiné, ma main tremblante, comme si je tenais un objet brûlant. Allô, ma voix était éraillée, à peine audible. Papa? C'est moi, Clara. Sa voix, si familière et pourtant si lointaine. Un ton neutre, comme si nous nous étions parlé la veille. Comme si les dernières semaines, les derniers mois, le mariage d'hier, n'avaient jamais existé. J'ai attendu. Attendu une pause, un soupir, un mot sur ce qu'il s'était passé. Mais le silence n'a duré qu'un instant, puis elle a enchaîné, directement, sans préambule, sans la moindre trace d'émotion perceptible. Écoute, papa, je t'appelle parce que le loyer est en retard. Antoine et moi, on a eu des dépenses imprévues avec le mariage, et puis les frais d'installation, tu sais comment c'est. J'ai besoin que tu me fasses un virement au plus vite. Tu peux le faire aujourd'hui? Le souffle m'a manqué. L'air s'est raréfié dans mes poumons. Je l'ai entendu, j'ai entendu chaque mot, chaque syllabe prononcée avec cette désinvolture déconcertante. C'était comme si elle avait composé le mauvais numéro, comme si elle parlait à un distributeur automatique. Pas, comment vas-tu, pas un, désolé, pas un, je voulais te dire. Juste une demande d'argent. Un loyer en retard. Mon sang, qui s'était glacé à la nouvelle du mariage, s'est mis à bouillir, mais étrangement, sans la violence que j'aurais pu attendre. C'était une colère froide, tranchante, aiguisée par la douleur et l'incrédulité. C'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, non pas avec fracas, mais avec la précision d'un scalpel. La naïveté de ma fille, sa cécité émotionnelle face à l'abîme qu'elle avait creusé, était au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer.
J'ai pris une profonde inspiration, tentant de stabiliser ma voix. Les mots sont venus, non pas comme une explosion de rage, mais avec une clarté froide, chaque syllabe pesée, chargée d'un poids de souffrance accumulée. Le mariage de ma fille était hier. Juste pour les gens spéciaux. J'ai récité cette phrase, la mienne, mais aussi celle qu'elle avait implicitement lancée au monde, à moi. Une semaine plus tard, me dis-tu, le loyer est en retard. Tu as oublié? Un silence épais a suivi, plus long cette fois. Un silence rempli de l'écho de mes propres mots, et d'un début de confusion à l'autre bout du fil. J'imaginais son front se plisser, son esprit cherchant à comprendre le décalage entre sa demande et ma réponse. « Papa, de quoi tu parles ?» Sa voix était teintée d'agacement, une légère impatience, comme si je faisais délibérément obstruction à sa requête, comme si j'étais un vieil homme qui perd la tête et qui retarde l'inéluctable. J'ai serré les dents, le combiné me faisait mal à l'oreille. « De quoi je parle, Clara ? » Je parle de ton mariage. De ton mariage d'hier. Celui où ton père n'était pas. Celui où tu n'as pas jugé bon de m'inviter. Ou même de m'en informer. Le silence est revenu, plus lourd encore. Je pouvais sentir son embarras, sa gêne, son incapacité à formuler une réponse. C'était un silence coupable, maladroit, un silence qui en disait long sur l'absence de remords. Papa, c'était compliqué. Enfin, une tentative d'explication, un son qui ressemblait à de la culpabilité. Mais c'était faible, si faible. Compliqué? J'ai ri, un rire amer qui n'avait rien de joyeux, un rire qui crissait comme du verre brisé. Qu'y a-t-il de compliqué, Clara, à inviter son père au mariage de sa seule fille? Qu'y a-t-il de compliqué à me dire que tu épousais l'homme de ta vie? Non, ce n'était pas compliqué. C'était un choix. Ton choix. Tu m'as exclu de ta vie, Clara. Totalement. Tu m'as relégué au rang de simple géniteur, indigne de partager un seul de tes moments de bonheur, de joie. Tu as fait de moi un étranger à ta propre histoire. Ma voix, malgré la douleur qui me vrillait les entrailles, restait étonnamment calme. C'était une sérénité nouvelle, une clarté brutale née de l'ultime blessure. Le cœur brisé, oui, mais l'esprit, lui, s'était affûté comme une lame. Et maintenant, Clara, tu t'attends à quoi? J'ai marqué une pause, laissant mes mots flotter dans l'air, pesés de tout leur poids. Tu t'attends à ce que ce père que tu as délibérément renié, ce père que tu as jeté de ta vie, devienne soudainement ton porte-monnaie? Que je sois un distributeur automatique pour les gens spéciaux de ta nouvelle existence? Le silence cette fois-ci était définitif. Pas un mot ne venait de l'autre côté. Seulement le souffle lointain de sa respiration. Je savais que les mots avaient porté. Je savais que, pour la première fois peut-être, elle réalisait l'ampleur de son acte. Ou du moins, les conséquences concrètes de celui-ci. Non, Clara. J'ai terminé, ma voix un filet d'air, mais empreinte d'une fermeté inébranlable. Je ne te l'ai pas dit? Et j'ai raccroché. Le clic du combiné a été comme le dernier clou planté dans le cercueil de notre relation. Un silence nouveau a envahi la pièce, un silence d'une profondeur abyssale, mais cette fois, ce n'était pas le silence de l'incrédulité, ni celui de la douleur brute. C'était le silence de la résignation, d'une décision irrévocable, d'une vérité durement acquise. Une page venait de se tourner, déchirée, maculée de larmes non versées, mais fermement tournée. Le combiné reposait, lourd et froid, à côté de mon oreille. Le silence n'était pas seulement dans la pièce, il résonnait dans mes os, dans le creux de ma poitrine. Ce n'était plus le silence angoissant de l'attente, ni celui, pesant, de l'ignorance. Non, c'était le silence définitif de la fin, le vide absolu après que tout ait été dit, ou plutôt, après que tout ait été brisé. Ma main tremblait encore, non pas de rage, mais d'une sorte d'épuisement total, comme si chaque mot prononcé avait consumé le dernier vestige de ma force vitale. Les cendres étaient là, flottant dans l'air de mon petit salon, invisibles mais si palpables, celles de la confiance, celles de l'espoir, celles de tout un PAN de ma vie qui venait de s'effondrer. Les jours qui ont suivi ont été un long et lent naufrage. Chaque matin, le réveil était une agression, une répétition cruelle de la réalité. J'ouvrais les yeux sur le même plafond gris, les mêmes murs familiers qui, soudain, semblaient étrangement hostiles, témoins muets d'une dévastation intérieure que personne ne pouvait voir. Le soleil se levait, comme toujours,
mais sa lumière ne parvenait plus à percer l'épaisse couche de tristesse qui m'enveloppait. Je me sentais lourd, chaque mouvement était un effort surhumain, comme si mon corps portait désormais le poids de toutes mes illusions perdues. Le café du matin, autrefois un rituel réconfortant, avait un goût amer, presque métallique, reflet de ce qui s'était installé en moi. Comment pouvais-je continuer à vivre une vie ordinaire alors que mon monde venait d'être déchiré en son cœur? Qu'aurais-tu fait, toi, à ma place, quand le pilier de ton existence s'est transformé en poussière, soufflé par le vent de l'indifférence? Mon travail, ce refuge habituel, est devenu une torture silencieuse. Chaque tâche, chaque interaction avec mes collègues, exigeait une concentration que je n'avais plus. Les voix autour de moi semblaient lointaines, étouffées, comme si j'étais immergé sous l'eau, observant le monde extérieur à travers un voile déformant. Je souriais, je hochais la tête, je répondais par des monosyllabes, jouant la comédie de l'homme normal, alors qu'à l'intérieur, une tempête faisait rage. La nuit, le sommeil ne venait pas. Ou s'il venait, il était peuplé de cauchemars indistincts, d'images fugaces de Clara enfant, riant, puis de Clara mariée, me regardant avec des yeux froids d'étrangère. Je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade, le vide de l'absence plus grand encore dans l'obscurité. La maison était devenue trop grande, trop vide. Chaque objet, chaque coin de pièce, semblait résonner de souvenirs, de rires passés, de promesses non tenues. La petite figurine en bois que Clara m'avait fabriquée à l'école primaire, posée sur l'étagère, me fixait avec l'innocence d'une époque révolue, une époque où mon amour était son monde entier, et où son monde était le mien. La solitude n'était plus une compagne passagère, un état choisi parfois pour le repos de l'âme, non. Elle était devenue une résidente permanente, une ombre froide qui s'allongeait à mes côtés, remplissant chaque espace, chaque silence. Je me sentais comme un arbre déraciné, dont les branches autrefois luxuriantes étaient tombées une à une, laissant derrière elle un tronc nu, écorché, sans but ni sève. Mes rêves, ceux que j'avais tissés avec tant de soin, fil après fil, pour Clara, pour notre avenir, étaient désormais en lambeaux. Je me voyais la guider jusqu'à l'autel, ses yeux pétillants de joie, mon bras offrant le soutien indéfectible d'un père aimant. Je rêvais de tenir un jour ces enfants dans mes bras, de les emmener au parc, de leur raconter les histoires de ma propre enfance, transmettant ainsi un héritage de tendresse et de présence. Tous ces tableaux que j'avais peints dans mon esprit, avec des couleurs vives et pleines d'espoir, avaient été effacés d'un coup de pinceau brutal, laissant une toile vierge, vide, froide. Les cicatrices, ce n'étaient pas seulement des images, ce n'étaient pas seulement des mots. C'était une douleur physique, une contraction persistante dans la poitrine, comme une étreinte étouffante qui ne se relâchait jamais. Les psychologues parlent de deuil, mais comment faire le deuil de quelqu'un qui est vivant, qui respire, qui poursuit sa vie comme si vous n'aviez jamais existé? C'était une amputation émotionnelle sans anesthésie, une plaie ouverte qui refusait de se refermer. Mon estime de moi, déjà mise à rude épreuve par une vie de labeur et de sacrifices silencieux, s'était effondrée comme un château de cartes. J'avais tout donné, tout mon temps, mon énergie, mes faibles économies, pour cet enfant. J'avais sacrifié mes propres désirs, mes ambitions, mon confort, croyant que son bonheur serait ma récompense ultime. Et pourtant, elle m'avait jeté, relégué au rang d'un lointain souvenir, d'une gêne potentielle. Que avais-je fait de si mal pour mériter une telle exclusion? Suis-je si peu aimable? Est-ce que mon amour, si entier, si inconditionnel, était finalement une charge pour elle? Ces questions tourbillonnaient sans fin dans mon esprit, des vrilles empoisonnées qui rongeaient mon identité, ma raison d'être. La confiance, cette pierre angulaire sur laquelle je pensais avoir bâti nos vies, avait volé en éclats. Comment, après cela, pouvais-je encore croire en la sincérité des liens, en la solidité des promesses, même celles, tacites, d'un parent à son enfant? Le monde m'apparaissait désormais comme un lieu précaire, où les fondations les plus solides pouvaient s'écrouler sans avertissement. Chaque sourire, chaque marque d'affection de la part d'autrui était désormais filtrée par un prisme de suspicion. Et si? Et si cette gentillesse cachait une intention, un besoin, une future déception? C'était une prison que je m'étais inconsciemment construite, mais dont les barreaux étaient faits de la trahison de ma propre chair. L'amertume, comme une encre noire, s'est lentement répandue en moi. Elle n'était pas constante, non, elle était insidieuse, surgissant lors des moments inattendus, le rire d'un père et de sa fille dans la rue, la publicité pour une fête des pères, un souvenir anodin. C'était une morsure à l'intérieur, une brûlure lente qui parfois menaçait de consumer tout ce qui restait de bon en moi. Je me battais contre cette colère sourde, cette rancœur qui cherchait à tout détruire,
car je savais, au fond de mon âme, que la laisser prendre le dessus serait la vraie défaite. J'avais beau refuser de la laisser dicter mes actes, elle était là, tapie dans l'ombre de mon cœur, me rappelant ce qui m'avait été arraché. Les liens familiaux, qu'est-ce que cela signifie, au juste? On nous répète depuis l'enfance que le sang est plus épais que l'eau, que la famille est un refuge inconditionnel, un port sûr. Mais quand ce port vous rejette, quand le sang même de votre sang vous renie, que reste-t-il de ces belles maximes? J'ai compris, avec une douleur lancinante, que les liens du sang ne sont pas une garantie. Ils sont une fondation, certes, mais comme toute fondation, ils nécessitent un entretien constant, une réciprocité. Quand l'un des piliers est enlevé, tout s'écroule. Clara a fait son choix, elle a privilégié d'autres liens, d'autres mondes, peut-être plus brillants, plus à la mode, plus avantageux socialement. C'est la dure réalité des pressions externes qui, je crois, ont fini par l'emporter sur les liens du cœur. La société moderne, avec son culte de la réussite immédiate, de l'apparence, de la validation sociale, exerce une pression monstrueuse. Mon monde, celui d'un ouvrier aux mains calleuses, aux soucis quotidiens liés à l'argent et à la survie, n'avait sans doute pas sa place dans la nouvelle vie qu'elle aspirait à construire, un monde de gens spéciaux, comme elle l'avait dit. Mon passé modeste, mes sacrifices, étaient peut-être devenus une tâche, une honte à effacer, un fardeau à déposer. Et le pourquoi? Il n'y a jamais eu de réponse claire, de justification, de mots d'explication. Seulement le silence. Ce silence est un bourreau. Il me force à imaginer, à construire des scénarios, aucun ne me satisfait, aucun ne soulage ma douleur. Était-ce une honte? Une influence extérieure néfaste, celle de son nouveau mari, peut-être, ou de ses amis? Était-ce simplement un désir égoïste de s'affranchir de ce qu'elle considérait comme un poids, un obstacle à son ascension sociale? Je ne le saurai probablement jamais. Et cette absence de réponse est une autre blessure, une blessure que le temps, dit-on, guérit. Mais le temps ne guérit pas tout. Il cicatrise, oui, mais la marque reste, le fantôme de la question perdure, même sous les couches de résignation. Pourtant, au milieu de cette désolation, un instinct de survie a commencé à poindre. Un minuscule germe de résilience, fragile au début, mais tenace. J'ai appris, ou du moins j'ai commencé à apprendre, à naviguer dans ce nouveau paysage de ma vie. Lentement, très lentement, j'ai commencé à ramasser les morceaux, non pas pour reconstruire l'ancien édifice, qui était irrécupérable, mais pour bâtir quelque chose de nouveau, de plus petit peut-être, mais de plus solide. Cette douleur, cette trahison, m'ont forcé à me regarder en face, à sonder les profondeurs de mon être. J'ai découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas, une capacité à endurer, à ne pas sombrer complètement. Est-ce là la sagesse que l'on acquiert avec l'âge et les épreuves? Celle de comprendre que la valeur d'une personne ne dépend pas de l'amour que les autres lui portent, mais de l'amour et du respect qu'elle se porte à elle-même? J'ai commencé à réévaluer mes choix passés, non pas avec regret, mais avec une nouvelle perspective. J'ai aimé Clara de tout mon cœur, j'ai fait de mon mieux avec les moyens que j'avais. Et ce n'est pas mon amour qui était en faute, mais peut-être la façon dont il a été perçu, ou la façon dont il a été rejeté. La véritable sagesse, c'est de ne pas laisser la noirceur du passé empoisonner le présent et l'avenir. C'est de comprendre que si certains liens se rompent, d'autres peuvent se créer, ou se renforcer. J'ai commencé à prêter attention aux petites marques de gentillesse, au sourire des inconnus, à la beauté simple d'un lever de soleil. Ces choses, qui m'avaient semblé insignifiantes auparavant, prenaient désormais une importance nouvelle, comme des bouées dans un océan tourmenté. Et puis, il y a la reconnaissance des signes. Si j'avais un conseil à donner à quiconque m'écoute aujourd'hui, ce serait celui-là, écoutez votre intuition. Ne balayez pas du revers de la main ces petites voix intérieures, ces impressions fugaces qui vous disent que quelque chose ne va pas. Moi, je les ai entendues, ces murmures lointains de l'éloignement, ces silences prolongés, ces excuses bancales. J'ai voulu y croire, j'ai voulu les ignorer, j'ai voulu rationaliser. J'ai cru que l'amour, le lien du sang, finirait par l'emporter. Mais parfois, le silence est déjà une réponse. Les petits signaux d'alerte, que je décrivais plus tôt, ne sont pas des bagatelles. Ce sont des fissures invisibles qui, si elles ne sont pas réparées, peuvent devenir des gouffres. Ne laissez pas l'amour vous aveugler au point de ne plus voir la réalité. Votre cœur peut vous mentir pour se protéger, mais vos tripes, rarement. Cette histoire, ma propre histoire, n'est pas un cas isolé, j'en suis intimement convaincu. Elle aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui,
dans n'importe quelle famille. Il suffit d'un instant pour que tout bascule, d'un choix, d'une décision, pour que les fondations les plus solides se transforment en sable mouvant. La vie est fragile, les relations humaines le sont encore plus. Nous construisons des châteaux de confiance, pierre par pierre, jour après jour, et parfois, un simple coup de vent, ou la main d'un être cher, peut tout réduire en poussière. C'est une leçon amère, une leçon brutale, mais c'est une leçon universelle. Je ne cherche pas la pitié. Je ne cherche pas la vengeance. Je cherche à partager ce que j'ai appris, ce que j'ai enduré, dans l'espoir que mon témoignage puisse résonner en vous, vous alerter, vous faire réfléchir. Regardez vos proches, chérissez les liens que vous avez, même imparfaits. Écoutez, parlez, soyez présents. Ne laissez pas les non-dits s'accumuler, ne laissez pas les distances s'installer. Chaque jour est une chance de renforcer ses ponts, de consolider ses fondations. Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez vous aussi traversé des épreuves similaires, ou si elle vous a simplement fait réfléchir sur vos propres relations, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez votre ressenti, votre propre expérience, car c'est en partageant que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. C'est en parlant que nous commençons à guérir. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez entendre d'autres récits de vie, d'autres réflexions sur les défis humains. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos liens. Ils sont plus précieux que tout l'or du monde.